Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchar, votre balado d'information automobile. Cette semaine, on a une semaine un petit peu particulière parce qu'on a décidé de ne pas faire d'essai. Moi, de mon côté, je vous amène plutôt à Toronto, au Salon de l'Auto, un des plus importants au Canada, et je vais vous parler de toutes les nouveautés. Moi, de mon côté, je vous amène à Mirabel, je sais pas si c'est mieux, mais je vous amène à Mirabel pour vous faire essayer le Mitsubishi Outlander PHEV que j'ai eu la chance d'essayer sur la piste pour plus spécifiquement essayer son système de Super All-Wheel Control. On s'en reparle dans quelques secondes. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchar. Alors oui, William, tu le sais, je suis un fan fini des salons de l'auto. Si je pouvais faire tous les salons de l'auto du monde, je le ferais. Donc, quand j'ai eu l'opportunité d'aller visiter celui de Toronto la semaine dernière pour la journée média, je ne pouvais pas dire non, bien entendu. Euh, J'avoue qu'un petit côté chauvin, je voulais aussi aller voir qu'est-ce qu'il avait l'air par rapport à celui de Montréal. Et je me suis même permis certains commentaires parce que j'étais un petit peu déçu, en fait, à Montréal de l'absence du groupe Stellantis, le Jeep, Ram et tout ça, alors qu'à Toronto, ils étaient là. Et ils étaient là avec, je dirais, un certain panache puisqu'ils ont intégré le camp Jeep. Le camp Jeep, comme tu le sais, là, c'est une espèce de circuit intérieur d'essai où tu peux essayer les Wrangler. Comme passager, par exemple, ils ne prennent pas de chance. Ils ne font pas conduire n'importe qui là-dedans. Euh, donc, tu peux y aller comme passager. Il y a vraiment des espèces de fosses, il y a une espèce de mini-montagne. Bref, c'est super bien fait. Et j'ai appris que c'était les concessionnaires de la région de Toronto qui avaient payé pour leur présence au salon. Ce n'est pas la compagnie elle-même. Donc, évidemment, ça change un peu la donne et ça explique bien des choses. Ceci étant dit, il y a quand même eu des trucs assez intéressants au salon là-bas. Un peu plus tard, je vais vous faire entendre une entrevue que j'ai réalisée en anglais, et vous pouvez rire de mon accent, euh, en anglais avec le responsable de marketing de GMC. Entrevue qui s'est faite d'ailleurs assise à l'intérieur du Hummer électrique que je n'ai pas pu conduire parce que la piste d'essai n'était pas encore ouverte au moment de mon passage. Mais quand même, ça s'est fait là, donc on parle du Hummer et de d'autres choses. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. C'est une entrevue qui dure 4 à 5 minutes à peu près, qui, je vous répète, est en anglais, mais il donne quand même des informations intéressantes. Euh, j'ai aussi eu l'opportunité, avant le salon, d'assister à des dévoilements, ma foi, aussi intéressants. Le premier, c'était celui de Toyota, parce que cette année, Toyota célèbre son 60e anniversaire de présence au Canada. Et ils ont voulu jouer un peu la carte de la nostalgie tout en présentant des véhicules qui ont quand même des capacités très modernes. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une soirée au cours de laquelle ils ont dévoilé deux véhicules. Évidemment, toi, tu t'en rappelleras pas, là, on s'entend, c'est pas de ton âge, mais le premier, c'est le Land Cruiser. Le Land Cruiser, c'est un véhicule qui date de plusieurs années chez nous, qui a été présenté, qui est encore vendu ailleurs, là. Quand même, j'en ai déjà vu des vieux Land Cruiser, là. Je suis pas si inculte, là. J'aimerais que tu me respectes un peu, là. C'était pas, je te qualifiais pas d'inculte, juste de jeune. Mais Je sais, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on en a pas vu. Quand même, il y en a encore sur la route des vieux Land c'est Cruiser à vrai, ce jour, là. c'est vrai. Mais là, c'est évidemment la version plus moderne, là, revampée, nouvelle motorisation. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est très joli, très réussi. Et on en a profité aussi pour dévoiler la Toyota Crown Signa. La Crown Signa, moi, je l'avais vue au Salon de Los Angeles. Euh, Bon, le lien, en fait, c'est que dans les années 60, jusqu'à 1972, Toyota vendait la Crown au Canada. Elle s'est d'ailleurs appelée à plusieurs reprises la Toyopet Crown. Je ne sais pas pourquoi Toyopet, mais c'était Toyopet. Et elle est devenue ensuite la Crown jusqu'en 1972 où elle a disparu. Depuis un an et demi, on vend la Crown traditionnelle, qui est un véhicule hybride, une grosse berline assez confortable. Et là, on arrive avec la Signa qui est une espèce de familiale VUS basée sur la Crown, une autre motorisation hybride, la même que l'on connaît déjà. Écoute, je dois avouer qu'en termes de look, elle est vraiment jolie, elle est vraiment réussie. Je pense que ça va être une bonne nouvelle pour Toyota. Mais donc, on a voulu ramener des anciens noms à l'intérieur d'un portfolio qui est, ma foi, assez impressionnant.
Petit détail, on en a profité pour nous dire évidemment que Toyota était très heureux des résultats de l'électrification. 72 000 unités du RAV4 ont été vendues, donc une bonne partie était en hybride. Et on nous promet pour 2027 une batterie à l'état solide, ce qu'on appelle les solid state, avec une autonomie de 1000 km et une vitesse de recharge de 10 minutes. 2027, c'est demain matin. J'ai bien hâte de voir si ce sera le cas, mais en tout cas, pour le moment, c'est là qu'on s'en va du côté de chez Toyota. Alors, ça a été difficile à trouver, mais Toyopet, ça vient effectivement du mot pour animal de compagnie qui était fait pour mettre l'accent sur la taille un peu plus réduite des véhicules Toyota à l'époque versus les véhicules à l'américaine. Donc, effectivement, Toyopet nous vient bel et bien de pet en anglais. Eh bien, tu vois, j'aurais appris des choses malgré ta jeunesse. Bon, fallait que je la reculogue. Moi, j'ai jamais vu de Toyopet, là. Ça, je te le donne. Je suis obligé de te dire que, en tout cas, si j'en ai vu, je m'en souviens pas, moi, de mon côté. Le lendemain, on a assisté à une soirée avec Infiniti. Et là, je dois dire qu'Infiniti est l'une des compagnies qui a insisté le plus et qui a pris le plus au sérieux, je te dirais, le Salon de Toronto, en nous amenant, entre autres, Alfonso Albaeza, qui est le vice-président senior du design, un vrai designer, là, puis je vais t'expliquer pourquoi. Il nous a présenté 2 véhicules, le QX80 Monographie, un énorme VUS qui va être 100% électrique, et une berline qui s'appelle la Vision QE, qui est une voiture extrêmement stylée, très profilée. Ce qui est particulier, c'est qu'on nous dit que dans les 2 cas, même si ce sont des prototypes et qu'on n'a aucune information technique là, sur la motorisation, on ne pouvait même pas ouvrir les portes parce qu'il n'y avait pas d'intérieur. Malgré tout, ce sont des véhicules qui sont à 80-85% complétés et prêts à la production. Donc, ce qu'on a vu comme style, ça va probablement ressembler à ça. Et honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, le QX80, c'est gigantesque. Le monographe, là, c'est littéralement un 4,5. Là. Je veux dire, c'est super gros. Et il y a des traits caractéristiques, entre autres les parties avant, surtout dans la Vision QE, c'était plus évident. Les phares d'ailes logés sur le pare-choc avant, qui ont l'air d'un clavier de piano, ça a été souligné par le designer, qui nous a expliqué en long et en large tous les détails de son inspiration. Je t'avoue que je suis toujours impressionné d'entendre les designers nous parler de leur inspiration parce qu'on a l'impression qu'ils fument des affaires que nous, on fait. OK? Bon, là, il nous a parlé, entre autres, des notes de piano. Ça, c'était plus concret un peu. Moi, les designers dont je vais te parler bientôt, tu vas voir qu'ils fument rien du tout. Là. Il y a trop de mathématiques dans ce qu'ils m'ont dit. Moi, j'ai eu l'expérience totalement inverse. Toi, c'était des ingénieurs. Moi, c'était un vrai designer. Ah, ben, il y en a un des deux, oui. Ben, en tout cas, on en reparle. On en reparlera. Mais en tout cas, là, il nous a expliqué que la partie arrière reflétait la lumière qui se diffuse sur l'eau. Déjà, on part pas pire. Et après ça, quand tu regardes le QX80 avec la calandre, avec des rainures, je veux dire, verticales, mais pas tout à fait droites, il nous expliquait que c'était inspiré du bambou qui pousse au Japon et qui, entre autres, à cause de sa grande taille, était souvent heurté par le vent, et donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait droit. C'est le vent qui traverse les bambous qui est symbolisé dans la calandre du QX80. Bon, j'ai pas vu le bambou, je dois l'admettre en toute sincérité, mais le look est très joli et dans l'ensemble. Donc, ça va être des véhicules qui vont arriver bientôt. On nous a garanti que ces 2 véhicules-là seraient bientôt mis en production, donc on aura évidemment plus de détails au moment où ce sera des véhicules réels, mais c'est quand même intéressant. Il y a eu plein d'autres dévoilements. Kia qui a présenté la Carnival Hybrid. Mon Dieu, je suis un peu mélangé dans mes accents. Qui est qui est la mini-fourgonnette familiale qu'on avait présentée quelques jours à peine auparavant au Salon de Chicago et que l'on a dévoilé à Toronto. Ce qui est quand même pas rien, là, il faut le dire. Il y a Genesis qui a présenté le GV80 coupé, que moi, j'avais vu aussi au Salon de Los Angeles, mais là, qui faisait une première apparition canadienne. Ford qui a présenté l'Explorer 2024. Lincoln qui avait le Nautilus de nouvelle génération avec le nouveau système d'infodivertissement qu'on a appelé la nouvelle expérience Lincoln. Et vraiment, c'est assez bien réussi, je dois te le dire. Volvo qui a présenté le EX90, qui est son grand utilitaire sport, très racé, très raffiné,
rempli de toutes sortes de technologies, mais dont le prix de départ a aussi été annoncé et c'est 110 000 $. Ah, ben là. Écoute, bref, ça a été un petit peu étonnant. Euh, Hyundai, du côté de Hyundai, on avait seulement des voitures que l'on connaît. Ioniq 5N, la Santa Fe qu'on avait vue à Montréal. Bon, là, elle était là en version XRT, donc un peu plus sportive, mais quand même, elle était là. Alors, tu vois que dans les Nissan n'avait rien de particulier. Ben oui, il y avait la Nissan Sentra de course, mais tu sais, pas de dévoilement particulier. Du côté de Stellantis, je t'ai parlé du Can Jeep. Il y avait quand même 2 prototypes, dont la Ram Rev, qui est le Ram 1500 électrique, ainsi que le Dodge Charger Daytona électrique, qui sont des concepts qu'on avait vus il y a une couple d'années, mais qui étaient là. C'était quand même bien. Et il y avait des tonnes, je dois le dire, des tonnes et des tonnes de véhicules exotiques, de véhicules de haut niveau, Lamborghini, Ferrari, bien entendu, des McLaren en abondance, parce qu'il y a un concessionnaire McLaren extrêmement dynamique à Toronto. Donc, il était là. Et une voiture qui a fait une apparition vraiment remarquée, c'est la Rimac Nevera. Rimac, c'est une petite compagnie croate qui fait des super voitures électriques et qui, bon, pour ceux qui connaissent l'émission Top Gear ou l'émission Le Grand Tour, vont se rappeler qu'un des animateurs avait conduit la Rimac One. C'était un des premiers à l'avoir fait. C'était un des prototypes qui valait des millions de dollars. Il l'a conduit sur une espèce de route sinueuse où c'était chronométré. Puis quand il est arrivé après le fil d'arrivée, il l'a échappé, puis il a fait flamber la voiture. Lui a été largement blessé et la voiture était perte totale. Ben, c'est ce même animateur-là, Richard Hammond, qui était à Toronto pour faire la présentation de la Rimac Nevera. Donc, c'était un peu drôle, mais en même temps, M. Rimac lui-même était là aussi. Donc, ça a permis, évidemment, de se familiariser avec ça. Donc, beaucoup de voitures. Porsche qui a présenté des concepts, entre autres la Vision, qui est la voiture que Porsche présente dans Gran Turismo, la Porsche Dakar, une 911 GT3 RS en édition unique, parce qu'il y a des conçus pour une personne en particulier. Bref, il y avait vraiment tout ce que tu voulais. Une compagnie qui s'appelle The Little Car Company, qui présentait des modèles réduits de voitures. Mais attention, modèle réduit là, à peu près à 50% de la grandeur réelle du véhicule, fait avec une précision incroyable. Et ce sont des reproductions de véhicules. Dans ce cas-ci, entre autres, il y avait une Bentley 3 litres 1937. Un véhicule absolument superbe, sauf que ça se vend le prix d'une vraie voiture, même si c'est des reproductions. OK. Il y avait, bon, Subaru était là avec ses nouveautés aussi, mais pas de dévoilement. Il y a VinFast qui a fait une petite tricherie en affirmant dans le programme qu'ils avaient une première canadienne et ils ont présenté la Wild, qui est la camionnette, et le VF3, que l'on avait déjà vu, toi et moi, quand on est allé au Salon de Montréal. Pas très nouveau au Canada, finalement. Non, exactement. Donc, on a un petit peu triché de ce côté-là. C'est peut-être un message nationaliste québécois, là, je sais pas. Peut-être, justement. Ça, c'était une première québécoise et une première canadienne. Exact, c'est ça. On n'a pas voulu mélanger les deux. Donc, évidemment, il y avait tous ces éléments-là, toutes les voitures que l'on connaît. Il y avait un corps de police aussi de l'Ontario qui a plusieurs véhicules. Tu sais, on avait vraiment beaucoup d'éléments extérieurs ou d'éléments très spectaculaires, en fait, qui étaient associés à ça. On avait même la Chevrolet Corvette rose de Barbie. Oui, j'ai vu la photo, tu l'as mis sur notre page, je crois. Oui, amenée là par Mattel. Il y avait aussi une boîte là, dans laquelle on pouvait se faire photographier en la pose Barbie, mais tu comprendras que j'ai laissé faire. Là. J'ai pas voulu le faire. Non, je comprendrai pas. Là. J'avoue que je suis personne déçu. pour prendre la photo, j'étais seul. Que veux-tu? C'est des choses qui arrivent. N'importe quoi. Je crois que tout le monde est déçu qui nous écoute. C'est ça, mais j'avais pas la robe non plus. Puis bon, en tout cas... Et il y avait un dont je ne vous ai pas parlé puisque je gardais pour la fin. Ben, il y avait Polestar aussi, Fisker était là avec l'Océan. Et il y avait General Motors qui vraiment occupait une large part du terrain avec notamment la plupart des nouveautés que l'on connaît. Silverado électrique, l'Equinox électrique, bon, tout était là, tout était sur place. Et il y avait du côté de chez GMC le Hummer électrique en édition spéciale, une édition qui s'appelle Omega avec une peinture particulière. Et il y avait aussi le GMC Sierra électrique. Donc, une camionnette.
On sait que que Chevrolet a reporté l'arrivée de ses véhicules électriques, notamment de son Silverado. Évidemment, le Silverado, c'est le frère jumeau du Sierra. Donc, on avait présenté à ce moment-là, on a présenté donc à Toronto ce camion-là. C'est donc avec le responsable du marketing pour GMC, M. Mark Alger, que je me suis assis dans le Hummer électrique et à qui j'ai posé quelques questions. Je vous répète, l'entrevue est en anglais, elle dure 4 à 5 minutes. Je vais vous revenir à la fin pour vous expliquer un peu ce qu'il nous a dit, mais il y a des affaires vraiment intéressantes là-dedans. Alors, on écoute ça et on vous revient. Why did you revive a name like Hummer? That's a great question. I've been in the business a while, and I've never seen a brand with Hummer's ability to stir people's emotions and imaginations. There's something about it, the legacy, the heritage, the history, the iconic styling and capability of the brand that really has a strong fan support out in the marketplace. And we saw that when we brought it back. People just love Hummer for lots of different reasons. So it does have brand power to stir emotions and imagination, which is what a good brand does, right? And we decided with the GMC brand, because all we sell are premium trucks and SUVs. We don't sell cars. So it was a really good fit to bring Hummer into the GMC brand because it just fit, right? And it's a strong brand. And within the GMC portfolio, it fits above Denali as the most premium, most exclusive GMC. So it helps GMC elevate the brand, right, above Denali into the more premium space, more exclusive space for the truck and the SUV. So it does a really good thing for the GMC brand profile. And then in terms of transitioning the brand from gas and diesel into electric vehicles, it plays a really big role there too. So obviously, we've committed to getting tailpipe emissions to zero by 2035. EVs play a part of that, and Hummer is our first EV in over 100 years. So it's a really great, powerful way to move from gas and diesel to electric. So it plays that big role for the brand too. And we're using a lot of the learnings from the Ultium platform of batteries and drive units on this vehicle and things like four-wheel steering to cascade that technology across other EVs. So it plays a really big technology role for the brand, and people there's so much love for the brand. Like whenever we post anything on social media about Hummer, we get hearts and fire and sunglasses, and it's all emojis. And there's a lot of love for the brand, mostly because of the iconic styling and the capability, but also because it's EV. Yeah, because the last Hummer, you had more hate right. for the brand because it was gas, right? It was gas, and it was right. So it was a pretty radical move to take the Hummer that had that reputation and flip it to electric, right? So yeah. Speaking of which, electric, the Sierra EV should be coming one day. Yes, very soon. Yeah. Well. Yeah, it's like the Silverado. It's been postponed, and your boss just announced that you were turning back to PHEV with hybrid. Yeah. Could that mean that we can see something like that in the GMC family? Yeah, there's a couple questions there. First of all, we are actually here at the Toronto show. We do have the Sierra Denali EV. Yeah. So the Sierra EV is here at the show. We'll bring that into the Canadian marketplace late this year in the fourth quarter. So the Sierra EV is coming. And as I mentioned, it will have a few Hummer influences in four-wheel steer, in the Ultium drive units, etc. Is it confirmed for the end of the year? Because the Silverado was confirmed last year, but it was delayed. We're far enough along now in the factory zero build cycle with the Hummers ramping up now supply that I think it's pretty firm, and they'll get it in the U.S. a little bit ahead of us because it's a small build, but we'll get it here in Canada in Q4. And that's why it's here in Toronto. We want to showcase it, right? Now, in terms of PHEVs, we've been looking at PHEVs for a while. It's not just something we thought of, but we did announce it recently at the annual earnings. Yeah. PHEVs do play, I think, a potentially big role for all of our GM brands to transition from gas and diesel to electric. So will there be one in the GMC portfolio? Entirely possible, right? Because it's a nice bridge from where we are today to where we want to get in the next decade. Yeah, because if you look at the competitors, the Ram Charger is basically a PHEV. Right, exactly. So that could be a first step for the buyers, because so far electric trucks are not that successful. If you look at the Lightning, at Ford, they are slowing down the production. They are having many inventory issues because there are many Lightnings everywhere available. Right. And we're looking to not have that experience, because what we've learned from Hummer and what we know from trucks in general is trucks need to do truck stuff. They need to carry things. They need to carry a payload and tow things. So
if you look at the capability of the Sierra EV with the Ultium battery pack, we'll have up to 640 kilometers of range. So we do have a range. You can tow up to 9,500 pounds. So we've been pretty careful to build from the grounds up an EV pickup truck. We didn't take our old truck and put a battery in it because that trucks have to work. And if they don't work, the customers will find another solution. So we're looking at building a from the ground up EV truck that does work like a truck. Yeah. About the Hummer, what's the future of the vehicle like this? You said it's more of a kind of a way of showing what you can do with an EV. What's the future for a vehicle like this? I would say you can get a pretty good glimpse into the future here on the show floor, because what we have on the show floor is the all-new Hummer Omega Edition. Yeah, I've seen it. So that's a beautiful Neptune blue matte paint job, special edition. We're only going to build a handful. We started production about a week ago now. We'll build them for a few months and then it'll be gone. So that color combination and that package will exit the portfolio. So we're always going to have something fresh and exciting in the GMC portfolio, including Hummer to talk about, give people something to dream about and buy. And then it'll also play a role, as you talked earlier, about being a technology platform for GMC. So what can we learn from Hummer to make our other EVs better, more capable, and do the things that they need to do in the truck space and the SUV space? Yeah. Okay, well, that's good for me. Good. Okay. Bon, alors, je ne vous ferai pas une traduction mot à mot parce que ce serait trop long, mais rapidement, il nous explique qu'ils ont voulu faire revivre le nom Hummer parce que c'est un véhicule c'est un nom qui était iconique. Puis il dit à chaque fois qu'on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, on a des tonnes et des tonnes de personnes qui aiment ce que l'on fait. Donc, être capable d'associer ça, d'amener un véhicule aussi haut de gamme dans la bannière GMC, ça fait augmenter toute la gamme, et évidemment dans une version électrique. Et on utilise pas mal des technologies qu'il y a à bord pour les développer et on va les insérer dans d'autres véhicules. Il termine aussi en nous parlant, bien sûr, de l'avenir de Hummer, avec notamment l'édition Omega, qui est une édition spéciale. Et c'est ce qu'il lui dit, ce sera l'avenir de Hummer, des éditions spéciales limitées, où on va pouvoir l'acheter pour un certain montant, et par la suite, bien évidemment, ce sera ailleurs. Il a parlé aussi des technologies, bien sûr, ce qu'on appelle le crab walk, là, qui permet à la voiture de se déplacer latéralement, du moins en partie, les 4 roues directionnelles. Certains de ces éléments-là qui vont arriver sur le GMC Sierra électrique. Et ça, à mon avis, c'est probablement la portion de l'entrevue que moi, j'ai retenue qui m'intéresse le plus, puisque M. Alger nous a confirmé, en tout cas à 99%, que le Sierra électrique serait là avant la fin de l'année sur le marché canadien. Et je l'ai fait répéter parce qu'effectivement, on avait reporté le Silverado. Il dit oui, on est déjà trop avancé dans la production. C'est sûr, il va arriver aux États-Unis en premier, mais il devrait être au Canada dans le 4e trimestre de 2024. Ce qui est quand même une excellente nouvelle. Et je ne pouvais pas ne pas lui poser la question sur les véhicules hybrides branchables, parce qu'on sait que Mary Barra chez GM a rappelé il y a quelque temps qu'on voulait revenir aux hybrides branchables du côté de chez General Motors. Et il m'a dit, écoutez, évidemment, il ne m'aurait pas précisé avec détail quel modèle était disponible, mais il m'a quand même confirmé qu'il n'était pas improbable qu'un véhicule hybride branchable se retrouve dans la famille GMC. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des développements toujours de ce point de vue-là et qu'on vous pourrait voir effectivement apparaître une hybride branchable bientôt. Donc, comme tu le vois, ça a été un salon profitable, un salon agréable, un salon qui quand même valait le détour, je dois le dire, malgré les absents, et on va les rappeler, là, Volkswagen n'était pas là, Honda, Mazda n'était pas là, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Mini, Mitsubishi étaient absents. Donc, quand même, pas mal d'absents, mais un salon qui valait quand même le détour. Sauf que parlant de Mitsubishi, il était peut-être absent du salon de Toronto, mais il n'était pas absent de tes activités, mon cher. Non, absolument pas. Puis d'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit absent alors qu'il était là à Montréal. C'est plutôt étonnant, mais dans tous les cas, il était à Mirabel, à la piste Icar. C'était pas exactement sur la piste en tant que telle qu'on a été, plutôt sur une piste secondaire qui est faite pour la conduite en hiver, mais j'ai eu la chance d'aller essayer le Mitsubishi Outlander PHEV, donc hybride branchable, hein, exactement comme tu discutais il y a quelques instants à peine. Donc,
du côté de Mitsubishi, là aussi, on nous a dit très clairement qu'on misait sur l'hybride branchable pour les véhicules, surtout de la taille du Outlander, hein, qui est quand même un VUS là, de relativement grande taille, 7 places, 7 passagers, donc quand même, c'est plutôt gros pour faire de la conduite d'hiver avec. Mais justement, c'est pour ça qu'on nous a amené là, parce que le Mitsubishi Outlander a un système qu'on appelle le Super All-Wheel Control, ou SAWC, qui est un système qui justement contrôle la stabilité à travers la traction que les roues ont disponible, hein, donc le système qui contrôle la traction, qui envoie la force dans les roues, peut bloquer cette traction-là si elle sent, par exemple, qu'il n'y a pas d'adhérence dans une des roues, donc des exemples comme ça. Puis surtout, un des aspects qui était super intéressant, et moi aussi j'ai une entrevue à vous faire écouter, c'est ma rencontre avec deux, c'est effectivement des ingénieurs, mais des ingénieurs là, de très haut niveau, au point où ils sont plutôt dans la conception même là, des systèmes qui sont derrière tout ça. Donc malheureusement, j'ai pas d'interview avec, mais j'ai rencontré entre autres Kentaro Honda, qui est responsable de tout ce qui est PHEV chez Mitsubishi. Donc c'est lui qui a littéralement conçu le système de PHEV du Outlander. On va reparler là de, par exemple, l'autonomie et tout ça, mais surtout l'entrevue peut-être que je vais que je vais vous parler bientôt, c'est celle avec Kaoru Sawase, qui est un ingénieur, mais lui du côté justement du système de Super All-Wheel Control. C'est même lui le parrain, si on veut, le père du Super All-Wheel Control chez Mitsubishi. Donc, c'est plutôt impressionnant et tout un honneur même de l'avoir à notre émission. Mais peut-être que avant, je peux parler un peu du véhicule en tant que tel, parce que j'en ai fait l'essai en octobre dernier. Là, j'ai eu la chance aussi d'en faire l'essai sur les routes, pas juste sur la piste, mais bon, on restait à Laval, on avait quelques kilomètres à faire, donc on a pu l'essayer d'abord et avant tout sur la route. Donc, on parle d'un véhicule qui a quand même 248 chevaux, c'est pas énorme pour un véhicule de cette taille-là, mais bon, ça c'est pas non plus rien, hein, parce qu'on parle d'un moteur de 2.4 litres, 4 cylindres, avec un moteur électrique qui lui va faire 114 chevaux, donc quand même une bonne puissance électrique. Un autre aussi de 134 chevaux à l'arrière, donc ça fait un total, là, comme je disais, de 248 pour 332 livres-pieds de couple. Donc, habituellement, je le dis pas, mais là, c'est quand même relativement important, ce couple-là, justement pour le système de mode de traction, parce que, et là, je vais pas parler de toutes les équations, on a eu une très longue présentation par, justement, Sawase-san. Hein? Si tu permets, William, on mettra sur notre page Facebook la photo que tu m'as envoyée de la diapositive qu'ils ont montrée et qui t'expliquait les équations, pour laquelle je n'ai toujours aucune espèce de compréhension, je dois le dire. Eh bien, écoute, moi j'en ai une certaine parce que j'ai été lui poser des questions. Comme je disais là, la communication est peut-être un peu difficile considérant que Sawase-san parle japonais et bon, il parle anglais aussi, mais il préfère parler en japonais. Moi de mon côté, j'ai quand même plusieurs années de japonais dans le corps, donc j'ai pu lui parler, mais je vais essayer de résumer ce qu'il m'a dit avant de mettre l'entrevue. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que le système de Mitsubishi fait un équilibre entre les forces qui sont à l'avant et les forces qui sont à l'arrière. Donc, on pourrait se dire, mais c'est évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que surtout quand on tourne, il y a beaucoup de forces qui sont mises là l'une contre l'autre, entre autres, ben, bien sûr la force de traction du véhicule, mais aussi ce qu'on appelle le cornering, et aussi les forces latérales, donc quand on tourne, et aussi ce qui s'appelle le yaw moment. Peut-être que tu vas pas me trouver une meilleure traduction que ça, mais en gros, l'espèce de force qu'on ressent centrifuge presque quand on tourne. Donc, toutes ces forces-là, en gros, sont calculées avec le système de traction pour être équilibré au bout du compte et éviter le dérapage. À ce Ouais. niveau-là, j'avoue, Je, oui.
Traduire IA, en fait, ça veut dire une embardée. Donc, c'est vraiment la conduite en lacet qui fait que ton véhicule a tendance à s'éloigner, là. Ça veut dire ça, IA. Exactement. C'est quand on tourne, il y a un certain point où le véhicule a une force qui le propulse. Écoute, je suis pas physicien, mais en gros, ce que le système Mitsubishi vient faire, c'est comme je le disais, d'équilibrer les forces à l'avant et à l'arrière en contrôlant la traction. Donc, dans tout ça, la force de traction de manière intelligente et selon le mode aussi, il va avoir une intervention plus ou moins grande. Donc, évidemment, sur la route, j'ai utilisé le mode standard. Tout allait bien cette journée-là. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Mais rendu à Icar, on a pu l'essayer surtout avec le mode neige, mais aussi avec un mode que personne d'autre va pouvoir essayer parce que des ingénieurs sont venus directement du Japon pour venir hacker leur propre voiture et retirer les protections, ou du moins la plupart des protections qui sont spécifiques à Mitsubishi. Ils appelaient ça le mode spécial pour nous donner une idée de eux ont dit quelque chose qui se compare à la compétition. Écoute, quand même, j'ai essayé des véhicules qui avaient une traction qui était meilleure que ce qu'ils disaient qui était la compétition, là. Mais quand même, eux disent que ça se compare à la compétition qui n'a pas ce système intelligent-là. Donc, c'était surprenant la différence entre ces trois modes-là. Ils nous ont fait faire, comme tu le disais, des slaloms, hein, donc on a vraiment pu le sentir. Ils ont tout fait pour nous faire déraper. Ils nous ont fait tourner autour d'un cercle à répétition. Puis simplement ça, d'essayer de garder toujours le même rayon de braquage, essayer de toujours garder la même accélération, même simplement dans ce qu'on pourrait croire un exercice simple, hein, finalement, c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire, mais la différence entre les modes est franchement évidente au point où on pouvait regarder les gens et dire OK, lui est en mode neige parce que aucun dérapage, aucune perte de contrôle, ou lui est en mode spécial parce que justement le dérapage était presque évident, presque instantané. Donc j'avoue que quand par la suite on est revenu, l'appréciation était légèrement différente, hein, de l'attraction. Puis je comprends aussi pourquoi. Est-ce que c'est important de mettre le bon mode de conduite, même si j'ai jamais été un adepte de ces modes-là, j'y pense jamais, là, je vais être honnête avec toi, j'y pense pas à mettre le mode neige quand il y a de la neige, là, mais Moi je non plus, pense que j'avoue. mais bon, je pense qu'à partir de maintenant, je vais y porter une certaine attention parce que du moins sur l'Outlander, ça m'a franchement surpris. Écoute, je pense que c'est le moment, hein, de parler de mon entrevue justement avec Kaoru Sawase ou Sawase-san, comme je l'appelle dans l'entrevue. Donc, je vous rappelle que ça s'est passé à travers une traductrice en japonais. Et donc, c'est un mélange de ma compréhension du japonais et la compréhension de la traductrice qui, comprenait pas nécessairement tous les termes techniques profonds. Donc, ça l'a donné ce que ça a donné, mais je vais essayer moi aussi de vous faire un petit retour après l'entrevue. J'ai la chance d'être ici à Icar, à Mirabel, en compagnie de Kaoru Sawase, qui est ingénieur fellow ou sociétaire. On est allé voir sur Internet le titre. Et bien sûr, je vais avoir le droit à cette entrevue à travers son interprète. C'est Seila, c'est ça? Parfait. Donc, merci Seila d'accepter d'être notre interprète aujourd'hui. Donc, ma question à M. Sawase, c'est est-ce qu'il y a une différence? Parce que je vais vous rappeler que Sawase-san est le créateur, le concepteur de la traction intégrale là, que je suis venu essayer ici, puis qu'on vous a parlé dans le reste de l'émission. Mais ma question pour vous, Sawase-san, c'est est-ce qu'il y a une différence entre concevoir une traction intégrale pour un véhicule à essence, parce que ça fait 40 ans que vous êtes là, ou est-ce que c'est la même chose là, pour le faire pour un hybride branchable ou un véhicule électrique? 4人駆動4人来る、はい、のシステムを作るときはその内燃機関 vs、プラグインの車を作るときはなんか違いとかありますか？内燃機関ガソリンエンジンに比べて、プラグインハイブリッドは電気モーター E マシンを使うんですよ。E マシン E マシンエレクトリックモーターね。で制御コントロールの、スピードが、エンジンに対して、電気モーターは、1桁以上速いんですよ。
桁。ああ、一桁って。C'est le seul mot que j'ai pas compris non plus. いや、なんだ、the response time で、response time is ten times better. EV machine better than the internal combustion engine. So the なんだろう、こう制御コントロールをちゃんと作ればガソリンエンジンの車よりも、電気モーターで走る車の方がより、緻密でグッドな制御が作れますよと。すいません。違いはありますということで。違いはあります。OK, donc il y a une différence. Il y a une différence. Puis la différence, c'est dans le contrôle, si j'ai bien compris, c'est ça? コントロールっていうか違うですよね。その EV の車と、回転じゃなくてなんだっけ。なんだろう、コントロールレスポンスがもっと早い。もっと早い。今EV の方が。Donc, en gros, tu confirmeras que ma compréhension, il y a une différence en termes de temps de réponse entre le véhicule électrique et le véhicule à essence, dans le fond. C'est ce qu'il nous dit. C'est 10 fois plus rapide. C'est juste plus rapide. Oui, ça, c'est plus rapide. どのぐらいもっと早いですか10 times. 10 times. Ouais, c'est ça qu'il avait dit, je l'avais dit. 10 times or more. OK, parfait. Donc, si je peux me permettre la question, est-ce que lui, personnellement, il préfère la conduite d'un véhicule à essence ou il préfère le temps de réponse plus rapide d'un véhicule électrique? 個人的な質問ですが、EV か何年期間のシステムがどっちが一番好きですか？Honestly speaking, both. Both? Yeah. Because なんだろう。EV, electric vehicle, including the PHEV, very responsive to drivers control, drivers action. Even, for example, the accelerator pedal. In case of internal combustion engine, some delay has occurred. But in case of the electric motor vehicle, very responsive. So, but depend on the OEM's control. Bon, ben ça, je vais le traduire parce que c'était en anglais. Fait que ça, je vais le traduire de mon côté. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il disait que dans le fond, il appréciait les deux, justement les électriques pour leur contrôle plus rapide, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut pas enlever au véhicule à essence. Donc, ça va, c'est ça. Arigatou gozaimashita! C'était notre petite entrevue avec Kaoru Sawase, je le répète, donc un ingénieur fellow de chez Mitsubishi. Puis, ce que je lui ai dit à la fin, c'est merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Donc, ben c'est ça. Hein? C'est peut-être plutôt intéressant d'entendre directement de la bouche du créateur, hein, on va se le dire, son opinion, surtout par rapport à travailler avec le véhicule hybride branchable et même les véhicules électriques. Donc, ce qu'on nous a dit chez Mitsubishi, c'est que l'accent a été mis sur les véhicules électriques, spécifiquement, comme je le disais, pour les véhicules de cette taille-là, pour leur utilisation par exemple, dans les banlieues, hein, ou dans les régions plus rurales. Donc, ici, ce que vient nous dire Sawase-san, c'est que ça amène aussi une autre dimension au niveau mécanique, hein, parce que justement, le temps de réponse, et c'est là que le couple est particulièrement important, hein, quand je parlais du couple de 332 livres-pieds, parce que c'est ça la force avec laquelle le véhicule va amener la puissance aux roues, là, le couple, hein, donc c'est un petit peu le point central de toutes ces équations-là. Donc, il nous disait dans le fond que le gros changement était par rapport au couple et à la façon que le couple va venir interagir avec le temps de réaction. Donc,
pour avoir un temps de réaction beaucoup plus rapide et et surtout que c'était difficile pour lui de dire s'il préférait les véhicules à essence, autant en termes de conception qu'en termes de conduite, parce que il trouve autant des avantages aux véhicules à essence qu'aux véhicules hybrides branchables qu'aux véhicules complètement électriques, parce que bon, d'un certain côté, il l'a pas dit, mais l'argument que toutes les personnes, surtout que lui, il est chez Mitsubishi depuis 40 ans, donc il doit avoir particulièrement un attachement aux véhicules à essence. Il a travaillé principalement sur des véhicules à essence, donc j'imagine qu'il doit avoir une partie pour lui qui doit être un peu émotive, n'est-ce pas? Il l'a pas dit spécifiquement, mais je l'imagine. Tandis que les véhicules électriques, justement, vont amener cette dimension-là de puissance instantanée que les véhicules là, à combustion interne vont pas avoir. Donc, franchement, j'imagine qu'il va pas nous écouter. Il parle pas un mot français, mais je le remercie du plus profond de mon cœur, parce que c'était une probablement des entrevues où j'étais le plus stressé que j'ai pu faire, parce que c'était franchement une des personnes les mieux placées pour répondre à mes questions. Donc, merci encore une fois. Donc, en gros, c'était pas mal mon expérience Mitsubishi, mais je le répète, j'ai été surpris de l'impact des mods. Là. Je pense que c'est ça que je veux surtout qu'on ressorte. Là, on n'était pas là pour en faire l'essai sur la route, là, mais l'impact des mods de conduite a été vraiment plus grand que je le pensais. Puis je pense que j'ai certains collègues aussi là, qui sont sortis de là en disant, mon Dieu, maintenant, on va y porter attention, on va le changer quand il y a de la neige. Tu vois, moi, quand j'avais participé au dévoilement, au lancement canadien du Mitsubishi Outlander PHEV, on nous avait dit, entre autres, que oui, il avait été développé de façon technique comme ça, et que pour le peaufiner, on avait même fait appel à un pilote de rallye qui était allé faire des essais sur des pistes de rallye réelles pour s'assurer qu'effectivement, dans les bonnes conditions, il répondait de la bonne manière. Alors, je pense qu'effectivement, Mitsubishi a toujours eu un système intégral absolument fabuleux. Je pense qu'ils en ont fait la preuve encore une fois. Là. Puis parlant de tests, là aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. On en a discuté, pas pendant l'entrevue, mais pendant... Ça, justement, c'est Honda-san qui m'en a parlé, mais ils ont beaucoup de pistes à travers le monde. Ça, je le savais pas, mais même leurs véhicules là, qui sont pas vendus en Amérique du Nord, ils sont tous testés ici au Canada. Donc, c'est à Thompson. Tu me disais que c'est dans quel... au Manitoba. C'est au Manitoba. Manitoba, en tout cas, dans ce coin-là, dans les prairies, certainement. Donc, où il y a des conditions extrêmement froides qui, même au Japon, sont difficilement reproduites. Puis, au contraire, il l'amène aussi dans la Death Valley pour les conditions, justement, de chaleur extrême. Et ça, c'est toutes les nouvelles plateformes. Donc, c'est quand même intéressant de le savoir. Puis, même au Japon, ils ont une piste proche de leur disons, centre de recherche. C'est pas vraiment une usine, j'ai cherché le terme exact, mais centre de recherche, laboratoire de recherche, peut-être, à Aichiken, mais il y en a aussi une dans le nord pour les essayer dans la neige. Donc, oui, il me disait que le processus de test était très rigoureux. Je trouvais ça très intéressant. Oui, juste pour ton information, Thompson, c'est au 55e parallèle, exactement. Quand même, hein? Donc c'est pas Manitoba. n'importe où, là. Au Manitoba, oui, tu me confirmes. Au Manitoba, pas très loin de la baie du Son, au 55e parallèle. En gros, il fait fret. Et il y a de la neige, on me l'a confirmé, et il y a de la neige et il y a de la glace. Effectivement, non. Mais il n'y a pas juste eux, hein. De mémoire, il y a d'autres compagnies qui vont là pour faire des tests, notamment des tests hivernaux. Là, si je me souviens bien, c'est Ford qui est installé dans ce coin-là aussi. Il y a un centre qui est dédié là, complètement à ça, donc c'est évidemment pas la seule compagnie, mais malgré tout, intéressant de savoir que même les véhicules, surtout moi ce qui m'a intéressé, c'est même les véhicules qui sont vendus à travers le monde, c'est ici au Canada qu'on a les pires conditions. On m'a dit, à part la Russie, à part la Sibérie, c'est ce qu'on m'a dit. Mais bon, j'imagine que c'est plus compliqué d'avoir des si j'étais pas si là-bas. frileux, ça me ferait plaisir d'aller essayer, d'aller voir. Mais bon, je suis trop frileux, ça me tente pas. Mais bon. Alors, William, tu peux pas nous laisser en plan comme ça après Mitsubishi et ne pas avoir une ou deux nouvelles intéressantes. Moi, j'en ai une toute petite, en fait, qui n'a pas pris personne par surprise. C'est celle de Volvo qui a décidé de changer le nom de ses véhicules. Parce qu'actuellement, tu le sais, tu avais le C40 Recharge, le XC40 Recharge, qui sont des véhicules utilitaires sport électriques. Tout simplement pour se marier avec ce qui se fait déjà, avec les nouveautés, le EX30 et le EX90, on a tout simplement décidé de changer les appellations, d'éliminer, si tu veux, le recharge. Et on va donc arriver avec le EX40 qui va être exactement la même chose là, que le XC40 conventionnel.
Donc, il n'y a pas un grand changement de ce niveau-là. Il y en aura d'autres éventuellement, bien entendu. Il y aura même la EM90 qui va arriver bientôt. Et ça, c'est une espèce de familiale, là, une espèce de mini-fourgonnette familiale 100% électrique. Donc, ne cherchez plus. Il va y avoir encore le XC40, mais ça va être un modèle à essence. Et le EX40 va être celui qui va être 100% électrique. Eh bien, moi de mon côté, effectivement, j'en ai quelques-unes. J'en ai des plus sérieuses. Entre autres, je te parle de J.D. Power, firme américaine très connue, hein, qui parle de plusieurs aspects du marché automobile. Mais là, surtout, c'est son classement de fiabilité qui a fait les manchettes, si on veut, dernièrement. C'est souvent le classement le plus important là, chez J.D. Power. Et ce sont souvent les mêmes qui sont à la fois dans le top et à la fois dans le flop, hein, on va se le dire. Donc, si je te parle des véhicules qui sont au sommet, là, en partant du plus bas du classement, on a entre autres BMW, Dodge et Jeep. Leur variable, en fait, ce sont les problèmes signalés par 100 véhicules. Donc, Ouais. étonnamment, il y en a au moins un par véhicule. Il y en a même plus que ça dans certains cas. Oui, en fait, il y en a pas mal plus que ça, mais on parle là de 190, donc à peu près 2 problèmes par véhicule pour BMW, Dodge, Jeep. Après ça, là, dans le même peloton, je dirais, on a Kia, on a Mazda. Ensuite, un petit peu plus haut, on a Porsche, on a Mini, hein? Donc quand même, Mini. Ça, c'est celui qui m'a surpris. Ensuite, on a Chevrolet aussi, 174 problèmes signalés. Ensuite, on a Buick, on a Toyota et finalement Lexus. Donc, il faut croire que Toyota... Oui, il faut croire que Oui, c'est Toyota ça. est effectivement toujours au sommet. C'est quoi la moyenne de l'industrie? Parce que normalement, ils tracent une moyenne. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Je vais probablement le trouver bientôt. On va aussi préciser qu'il faut, la plupart quand on parle de ça, de ces véhicules-là, ce sont des tests qui sont faits sur des dizaines de milliers c'est des sondages là, qui sont faits. Et on fait appel à des gens d'indices de fiabilité sur 3 ans. Donc, ce sont des véhicules qui ont 3 ans d'existence. Et après 3 ans, on évalue combien de problèmes il y a eu sur chacun des véhicules. C'est bien ça? C'est exactement cette méthodologie-là qui est utilisée depuis des années quand même. Hein? Oui, effectivement. J'essaie de trouver la moyenne, je la trouve pas, mais je vais essayer de la trouver d'ici quelques minutes si je suis capable. Okay. Sinon, écoute, ce sera la question ouverte du jour. Mais pour parler de ceux chez qui ça l'a un peu moins bien été, ici on part du top du classement, on a Lincoln avec 251 problèmes. Donc là, on rentre quand même dans les beaucoup de problèmes par véhicule, là. 2,5 problèmes par véhicule. Volkswagen et Land Rover qui sont dans le même peloton avec environ 270, même Audi aussi avec 275 problèmes par véhicule. Et finalement, de loin, Chrysler avec 310 problèmes par 100 véhicules, donc pour une moyenne de 3,1 par véhicule. C'est pas mal, hein? Donc, si on regarde, là, si tu voulais tout savoir aussi, Tesla n'a pas été considéré parce que son échantillon serait trop faible, mais on était à 252 problèmes sur l'échantillon qui était là. Donc, ça prouve, elle serait dans le top, dans le flop 5, mais bon, pas considéré parce que échantillon trop faible. Voyons donc, moi, pourquoi aurais-je cette pensée-là? Écoute, peut-être parce que malheureusement, les enjoliveurs du Cybertruck endommagent les pneus. Pardon? T'es vu, là, les enjoliveurs du Cybertruck, ils ont des espèces de pics dessus, et ils ont été conçus pour vraisemblablement ne pas toucher aux pneus parce que, bon, le frottement, la friction pourrait endommager le pneu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas calculé le fait que le véhicule, le pneu est pas toujours la même largeur quand le véhicule est en mouvement. Souvent, il va avoir un genre de gonflement à l'endroit où il va avoir le poids du véhicule en bas. Et donc, cette espèce d'effet de gonflement ferait frotter à certains endroits les enjoliveurs et endommagerait les pneus. Donc, c'est génial. En quelques mois à peine, il rouille puis t'as scratché tes pneus. Eh oui, ça, il rouille. C'est incroyable. Pour un camion qui est supposé être en acier inoxydable,
des taches de rouille, c'est invraisemblable. En tout cas, bref. Je me Apparemment lance que mon ce pas- serait le type d'acier choisi, mais ça, ce ne sont que des rumeurs. Ne me citez pas, j'ai lu ça sur Reddit, ok? Donc, ça compte pas du tout comme une source valable. Mais bon, euh, si on parle d'une autre compagnie qui me fait un peu douter, surtout sur ses pratiques commerciales, mais bon, quand même que le produit, on a bien aimé qu'on l'a essayé. Je vais te parler de Lucid avec son Air. Ça n'a pas fonctionné vraiment, là. En 2023, au Canada, on parle de 220 unités. Ouais, mais tu sais, à 200 000 $ chaque, ça finit par être... Ben écoute, c'est ce qu'on pourrait croire, mais apparemment que c'est pas assez pour Lucid parce que maintenant la version entrée de gamme, la version Pure dont tu avais fait Oui. l'essai, c'est 94 500 $ avant les frais là, de préparation et tout ça. Donc c'est 5 000 $ de moins qu'elle l'était au moment où on l'a essayé. Une réduction de prix donc qui semblerait indiquer que Lucid est pas satisfaite au fond là, de ces 220 unités vendues au Canada sur les 6 000 vendus à travers le monde. Non, écoute, on peut comprendre. Mais même 6 000, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Moi, Écoute, oui et j'aurai non, hein? l'occasion dans notre prochain épisode de vous parler de mon essai de Rolls-Royce. On peut pas comparer, là. On parle Non, t'es plus proche du million que du 100 000, là. mais ils en ont quand même vendu le même nombre. C'est pas 6 000 au monde. Exactement. C'est pourquoi 6 000 pour Lucid, c'est particulièrement peu, selon moi, pour un véhicule qui est dans la même gamme que les BMW. Là, on s'entend à 100 000, là, tu peux aller t'acheter une Ouais. BMW à ce prix-là. Donc, moi, c'est ça qui me surprend au bout du compte. Hein. Mais en tout cas, un véhicule que tu t'achèteras certainement pas, c'est la Resvani Beast. Mais encore. Non, t'as jamais entendu parler de ça, la Resvani. C'est pas vraiment un constructeur automobile, c'est basé sur une Corvette C8, mais c'est une version modifiée à un point tel où on demande quand même 485 000 $ US pour la version et surtout c'est ces accessoires là qui surprennent. Je te reviens dans quelques minutes là-dessus. Tout ça pour te dire que le 0-100 en 2,5 secondes, on nous parle de 1000 chevaux avec un V8 de 6,2 litres, 878 livres-pieds de couple. Donc, elle s'appelle pas Beast pour rien. Hein? Ça n'a aucun sens. Wow. Ah, c'est absolument fou. Et surtout, une des raisons là, pour lesquelles elle serait si efficace, nous dit Resvani, c'est qu'ils ont refait complètement la carrosserie en fibre de carbone, qui est un classique hein, pour ce genre de hypercar. Là. Donc, ils l'ont refait en fibre de carbone, ce qui aurait enlevé à peu près 3000 livres quand même du modèle original, ce qui est pas le plus que je pensais qu'on pouvait enlever avec la carrosserie sur une Corvette. Hein? Oui, c'est étonnant parce que Corvette ont quand même pas des affaires en c'est pas une carrosserie en fonte, là. Non, en effet. Ils ont quand même enlevé certaines des garnitures extérieures, mais ça ressemble pas mal. Là. Quand on regarde les deux côte à côte, on dirait que c'est le même véhicule parce que ce l'est, hein? Mais ils ont quand même, entre autres, fait des entrées d'air légèrement plus grandes, c'est plus aérodynamique, ils ont sûrement enlevé du poids là, à gauche, à droite, de façon que je serais pas capable de te révéler. Mais c'est le package 007 que j'adore personnellement, où ils ajoutent notamment pour 45 000 $ des masques à gaz, de la vision thermique, donc de la vision nocturne, la protection contre les attaques électromagnétiques. Bien sûr. Écoute, on a du poivre de Cayenne, des barrures magnétiques, des poignées électrifiées, des stroboscopes, des sirènes, un kit de premiers soins, évidemment, et un système d'intercom. Pour 55 000 $ US aussi, tu peux rajouter l'armure où on va pouvoir remplacer toute ta carrosserie par une carrosserie par balle et les vitres aussi par des vitres par balle. Donc, pour seulement 585 000 $ US, tout ça, ça pourrait être à toi. Le concepteur est soigné à temps plein pour paranoïa aiguë, c'est ça? Écoute, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans le monde hein,
qui méritent ce genre de protection. Mais bon, écoute, peut-être qu'un jour notre podcast va tellement pogner qu'on va être rendu à avoir des vitres par balle, là, ou des Sûrement. portes qui font un pied d'épais, là, comme le président des États-Unis. C'est ça, et du poivre de Cayenne pour éloigner les dizaines de milliers de fans qui vont vouloir venir nous arracher nos chemises marquées Gotchard. Ah oui, assurément. Ben, et eux-mêmes vont avoir des tatouages Gotchard. Bien sûr, mais avec notre photo. évidemment. Écoute, ça, mais sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment, là. Je m'excuse, tu as raison de dire, je connais personne, à moins d'être un solide criminel dans une bande quelque part, qui a besoin de ce genre de protection-là. Mais en tout cas, Ben écoute, ils en font 20, hein. ouais, OK. C'est correct. C'est pour dire que tu l'as finalement. C'est ça. On parle plus de véhicules de collection, je pense. Mais un problème, par contre, que je me suis dit que t'allais peut-être trouver, d'un côté drôle, d'un côté inquiétant, ce sont les nombreuses vidéos qui sont apparues sur le web de gens qui conduisent avec leur Apple Vision Pro. Donc, le Apple Vision Pro, c'est notamment un casque de réalité virtuelle, mais c'est aussi un casque de réalité augmentée. Donc, ce qui est important de noter, c'est que ces gens-là peuvent voir la route, vraisemblablement, mais ont des visuels augmentés. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Avec la technologie actuelle, c'est complètement dangereux, mais qu'est-ce que t'en penses? Ben, justement, pour le moment, d'abord, je vois pas l'intérêt, OK? Tu as des yeux, tu sais, les yeux, c'est encore le meilleur outil de sécurité pour la conduite automobile. Hein? Fait que c'est ça. Plus tu ajoutes de distractions, plus tu augmentes le risque. Quand on aura des voitures 100% autonomes, si un jour on a des voitures 100% autonomes, je pourrais peut-être comprendre, mais entre-temps, honnêtement, je ne vois aucune utilité sinon d'augmenter les dangers absolus de la conduite automobile. Alors, je trouve ça ridicule. Voilà. Écoute, personnellement, je suis d'accord dans la mesure où la technologie actuelle est pas assez, je crois, pour la réalité augmentée, je crois que c'est pas assez fiable, selon moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe si tout à coup, je sais pas, tes lunettes meurent, ont plus de batterie, puis t'es sur l'autoroute, puis là, il y a quelque chose. Je pense qu'on n'est pas rendu là dans la technologie là pour ça. Mais laisse-moi jouer un peu l'avocat du diable. C'est pas exactement ce qu'on fait à de nombreux égards déjà avec la quantité de systèmes de réalité augmentée. Oui, je suis d'accord avec toi qu'on peut toujours porter les yeux sur la route, c'est la grosse différence, tandis que si ton casque se ferme puis que tu le portes sur tes yeux, ben il y a rien que tu peux voir. Mais c'est pas un peu là qu'on s'en va au bout du compte, là, outre la conduite autonome. Ouais, je sais pas, mais tu sais, sans compter que ça te fait une vie sociale assez plate, là. Être au volant avec des lunettes de réalité augmentée dans la face, non seulement tu ne vois pas ce qu'il y a autour, de bonne façon, tu le vois. Oui, ça se peut que tu aies des éléments de conduite importants, là. Tu sais, ça se peut que ça te donne les flèches pour te dire où tourner, mais tu perds une large partie du plaisir de la conduite puis de déambuler au volant. Puis, je dirais, essaie même pas de parler à tes voisins de voiture. Tu t'isoles complètement dans un monde qui n'a pas de bon sens. Mais tu les vois quand même. Pourquoi tu t'isolerais? Ben, t'es vois partiellement. Puis, tu sais, je veux dire, tes lunettes sont en constante interaction avec toi. C'est ça l'objectif. Ben, d'une certaine façon, mais ton véhicule est aussi en constante interaction avec toi dans différence... ces véhicules-là qui intègrent ça là, dans la conduite. Oui, mais la différence, c'est que c'est un écran qui est... Déjà, je trouve que quand on a des écrans de 37, 38, 40 pouces, c'est trop, parce que c'est trop intrusif au niveau de la conduite. Puis Alors, tu ne me convaincras pas de ça. Il va falloir qu'il y ait vraiment des utilités prouvées pour que ce soit vraiment, vraiment efficace. Là, écoute, bon. Je vais donner un exemple là, récent que j'ai vu. On sentait que c'est pas le même niveau de danger que de conduire un véhicule. C'est surtout ça l'impact. Mais quelqu'un a montré un screenshot où la vision est parfaitement normale, mais bon, par-dessus les pattes, il y a les chronomètres sur combien de temps il reste à ses pattes. Donc, celui-là, il reste 7 minutes, celui-là, il reste 5 minutes. Au bout du compte, si on pouvait me prouver qu'on allait pouvoir effectivement tout voir, moi, je pense que ça revient du pareil au même, mais là, la question, c'est est-ce que on aime ce genre d'intrusivité-là, hein? Puis il n'y a pas de connexion avec le véhicule non plus, donc ça, c'est l'autre aspect. Là, c'est vraiment juste une application dans les yeux de l'utilisateur. Tu sais, on se plaint que des discussions téléphoniques peuvent être distrayantes au volant.
Et tu vois rien, là. Tu fais juste parler, tu tiens rien dans les mains, là. Tu parles sur le Bluetooth. Et pour certaines personnes, c'est trop distrayant pour être permis, littéralement. T'imagines, t'as beau dire que oui, tu vois, mais il y a une interaction constante, il y a une action constante à l'égard de tes yeux qui va nécessiter ta concentration sur autre chose que sur la route à proprement parler ou que sur les occupants de la voiture. Tu vas vraiment être constamment sollicité par tes lunettes. Alors qu'actuellement, quand tu as l'écran à part, tu peux te détourner de cet écran-là et ne pas le regarder et ne pas avoir d'interaction avec lui. Donc, moi, je pense que ça nécessite trop de ta concentration pour que ce soit vraiment efficace. Ben, Voilà. écoute, je suis quand même d'accord avec toi sur le Oui, fond, oui. là. Je vois principalement l'avocat du diable, comme je le disais. Mais c'est intéressant. C'est peut-être intéressant de savoir que ce sont surtout les gens sur Internet avec des Tesla, hein, qui ont le mode autopilote, qui ont fait Voyons ce donc. genre de choses. Mais pas que. Mais il y en a eu beaucoup avec des gens qui justement faisaient confiance à leur autopilote, peut-être un peu trop quand on lit ce qui s'est passé dans les nouvelles avec le système de Tesla, mais bon, écoute, peut-être que dans quelques années, on va avoir un système officiel fait par un manufacturier pour un concept de vision augmentée comme ça, là, puis les sceptiques seront confondus, les sceptiques comme toi. Comme moi, effectivement. Ça vient avec l'âge. Écoute, c'est comme ça qu'on va mettre fin à cet épisode de cette semaine sur cette notion technologique. Un petit détail, l'étude J.D. Power sur la fiabilité, tu parlais que les meilleurs avaient à peu près 175 problèmes, les moins bons en avaient 310. La moyenne, elle est de 190 problèmes par voiture. C'est à peu près ce que j'aurais dit. J'aurais dit 200 juste à vue de nez comme ça. C'est ça. Mais merci d'avoir trouvé. 190. Alors voilà, c'est ce qui met fin à votre épisode de Gotchard pour cette fois. On espère que ça vous a plu. C'était un peu différent comme on le fait souvent. On espère que ça vous plaît. On vous invite à vous abonner, bien entendu, sur toutes nos plateformes, à nous envoyer des petits messages quand vous en avez l'occasion. Vous pouvez le faire sur la page Facebook Gotchard Podcast, bien sûr. Vous pouvez le faire aussi sur nos pages Facebook personnelles. Vous pouvez enfin le faire par courriel à gotchard.podcast@gmail.com et bien sûr, aller nous mettre des petites étoiles sur les plateformes ou diffuser cette balado. Je vous signale qu'au cours des prochains épisodes, on va même faire une petite collaboration avec d'autres podcasteurs québécois qui sont un peu plus spécialisés du côté technique des voitures électriques. Donc, on les invite à notre émission. Nous, on sera à leur émission. On aura l'occasion de vous en reparler, bien entendu. Alors, sur ces belles paroles, mon cher William, moi, je te dis, à la prochaine. À la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.